On a eu des cadeaux. Bon, les gens, je vous sens remonter à blanc. Ah ouais, il est... Wissam, tu t'es barré avec le micro? Ah et voilà, ça commence. Déjà censuré. Ah non, il est à côté. Les gens... je pense que François, il sait qu'il vient pas en terrain ami. Il le savait en venant. Mais on n'est pas ici pour faire un pugilat. Non mais ça me dérange pas. Mal à l'aise. Je sais que ça te dérange pas. Ça me dérange pas. Je veux dire, si je souhaitais passer un bon début de fête de Noël, je serais pas ici, tu vois. Je vais vous dire pourquoi je viens ici. Je viens ici d'abord pour soutenir des jeunes entrepreneurs. Et je le dis moi-même en ayant été auto-entrepreneur associatif pendant 18 années dans la presse critique. C'est la première chose. Ensuite, je viens ici parce que je sais que je suis chez les ultras. Il n'y a pas de souci. Je sais que je suis chez les ultras. Mais, et j'entends... Calmez-vous, c'est bon. Mais bon, non, c'est pas grave s'ils se calment pas, moi ça me va. Mais même quand vous dites tout à l'heure gauche radicale, moi, dans mes 25 années de parcours, pas une seule fois je ne me suis dit de la gauche radicale. J'ai toujours refusé qu'on mette le mot radical derrière gauche. J'ai toujours refusé qu'on mette extrême devant. Pourquoi? Parce que c'était une façon de nous corneriser. Je prétends que nous sommes la gauche. Nous sommes la gauche tout court et c'est les autres qui n'ont plus été ou qui ne sont plus de gauche. Enfin, dans mon parcours, c'est régulier que ça frotte avec les ultras, vous savez. Quand j'ai lancé la question du protectionnisme à gauche, comment je me suis fait traiter? De rouge-brun, parce que je voulais protéger les ouvriers, parce que je voulais la mondialisation, et parce que je voulais lutter contre la mondialisation, qu'il y ait des protections aux frontières, des barrières douanières. Et finalement, ça, c'est dans le programme de la France Insoumise aujourd'hui, et j'en suis fier. Mais quand j'ai lancé Merci Patron, ça a été la même histoire. Ça a été la même histoire. On me disait que c'était pas un film vraiment engagé, que c'était pas un film vraiment de gauche, et ainsi de suite chez les ultras. Et finalement, ça a fait 1 million d'entrées. Là, je suis pas d'accord. Il s'est passé un truc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Tu vois, avant, tu nous l'as dit toi-même avant, t'étais aimé avant, il y avait quelque chose. Et tu dis qu'on est des entrepreneurs, mais aussi des ultras, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Nous, en plus, on veut pas s'entretuer, on veut débattre avec toi, parce que on sent que c'est un truc qui fait débat, mais pas un truc d'une gauche radicale où nous on serait des ultras de gauche, je sais pas quoi, un truc qui fait débat au sein de la gauche. Il y a des divergences stratégiques, il y a des différences de position, il y a des choses qui ont été comprises, des choses qui n'ont pas été digérées. Nous, c'est ça dont on a envie de parler ce soir. Nous-mêmes, on se fait, il y a des ultras de gauche qui nous critiquent tout le temps, et ils ont raison. Pour te dire, non, j'ai pas toujours été aimé. J'ai pas toujours été aimé chez les ultras du tout. Il y a eu plein de moments de tension. Il y en a un aujourd'hui, mais c'est pas grave. Moi, la question, vous avez vu les cadeaux que je vous ai offerts, disons-le. Le gauchiste, la maladie infantile du communisme. Ah, prenez la balle, oh là là. Et à Dany, un t-shirt I Love Bernard. Au cœur de Merci Patron, il y a un commissaire divisionnaire des renseignements généraux qui vient dire, en me prenant pour Jérémy, pour une autre personne, à propos de Fakir, il vient dire « ce sont les minorités agissantes qui font tout ». Et moi, à partir de ce moment-là, je dis « non, je ne suis pas d'accord ». Les minorités agissantes, elles peuvent faire beaucoup, mais à condition de trouver le chemin des gens, le chemin du peuple, le chemin des masses. Et ça a été ma question permanente dans mon parcours politique. Ça a été comment je fais pour déborder l'entre-soi. Comment je fais pour que le ghetto de la gauche ne se referme pas sur lui-même? Et évidemment, c'est la même question que vient poser Lénine dans son bouquin. Il dit aux bolcheviks, nous devons être un pas en avant, mais pas deux. Nous devons toujours faire attention à nous lier, nous attacher, nous fondre avec les travailleurs. Et je pense que c'est la question qui est posée aujourd'hui. Vous êtes l'avant-garde, vous êtes les ultras, ici est l'énergie. Mais comment on fait pour embarquer derrière tout le pays? Comment on fait pour raccrocher les wagons? Et comment on fait pour que ça ne soit pas une locomotive qui parte tout seul? Tu nous poses la question à nous, alors on va jouer au jeu. Déjà, moi je suis... Donc ton constat, c'est qu'on serait isolé.
c'est qu'on serait une minorité agissante. C'est un peu ce que tu sous-entends dans ta phrase déjà, ce dont je ne suis pas sûr. Et par exemple, ici, tu as beaucoup de visages de la jeunesse, de gens qui ont prouvé, et même dans les urnes, leur importance. Et par exemple, les élections européennes, ou même la dissolution, les législatives, le combat contre l'extrême droite, l'omniprésence de la question palestinienne dans les médias, moi, je trouve que ça a été quelque chose qui a entraîné la jeunesse, qui a raccroché les wagons entre les gens. Attendez. Et je ne dis pas que le peuple dans son entier soit forcément entraîné par la question palestinienne. Par contre, je ne pense pas que ça soit ça qui l'empêche de raccrocher le wagon. Je ne vois pas de contradiction entre cette radicalité que tu vois dans cette salle et le fait de réunir au plus large. Et je pense même que tu as été à un moment le visage de ça. Tu nous parles de merci patron. Tu nous montres le t-shirt Bernard Arnault. Moi, je me rappelle de toi à l'Assemblée. Nous, ce qu'on a fait là, ils sont venus avec des maillots de foot faire un petit happening. Il est inspiré de toi. C'est toi qui as donné l'idée de faire ça. Et moi, je trouve que... Attendez. Celui qui a décroché des wagons de notre équipe, parfois, on a l'impression que c'est toi qui ne veut plus être dans cette team de porter des maillots de foot et de mettre le bordel un peu. Moi, c'est ça. Après, oui. Non, ça me va. Je vais te dire, tu as raison, c'est vrai. D'abord, une chose, c'est que même quand je faisais mon petit journal Fakir à Amiens, où je vendais 1000 exemplaires, et tu sais, à la criée au marché de Noël, j'avais pour objectif d'être majoritaire, ce qui était délirant, vu le point de départ. Mais pourquoi j'ai changé? Pourquoi j'ai changé dans mon ton et non pas sur le fond? Mais pourquoi j'ai changé? Parce que, à la sortie de l'élection de 2022, je fais un constat alarmant. D'abord, ce que je rencontre dans mon élection, c'est une usure du pays. 2017, les gens, ils en avaient marre d'un Hollande mou qui faisait rien. 2022, ils sont usés par 5 années de Macron, crise des gilets jaunes, crise Covid, guerre en Ukraine, facture d'inflation. Les gens, ils sont sous l'eau. Et je perçois une usure psychologique dans le pays. L'état d'esprit du pays n'est plus le même qu'en 2017. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vois se tendre un piège pour notre camp. On a eu Emmanuel Macron qui a caressé les électeurs de Mélenchon dans le sens du poil pendant la présidentielle pour les gagner au deuxième tour. Et aussitôt après, il vient poser une équivalence entre la France insoumise et Rassemblement national, voire entre extrême gauche et extrême droite. Je vois le piège se refermer, et je le dis, j'ai une alerte dans ma circonscription, j'ai 5000 bulletins blancs ou nuls. Ça veut dire 5000 personnes qui se déplacent jusqu'au bureau de vote, mais qui, au deuxième tour, entre le Rassemblement national et moi, ne choisissent pas. Pour moi, c'est une alerte. Ça veut dire que les modérés, le centre, j'arrive pas à les embarquer sur un deuxième tour contre l'extrême droite. Troisième alerte, et c'est plus qu'une alerte, c'est un danger imminent. Il y a 89 députés Rassemblement national à l'Assemblée. Il y en a... non, je parle de 2022. 89 en 2022. Dans ma Picardie, on est passé de 0 à 8. 8 députés sur 17, c'est presque la majorité. Enfin, dernier point, il y a une alliance qui est faite entre la France insoumise et le Parti socialiste et les autres partis de gauche. Je ne suis pas consulté, on ne me demande pas mon avis, mais je le dis, si jamais on me l'avait demandé, j'aurais dit oui. Mais à partir de ce moment-là, on est en situation d'hégémonie. On est en situation d'hégémonie à gauche parce que Jean-Luc, à part 2 fois à l'élection présidentielle, explosait tous les autres. On est... Bon. Au moins, je saurais... Attendez, il va être moins gentil dans 2 secondes. Attendez. Je saurais comment faire quand je jouerai. Bon. 1. 2. C'est nous qui avons le plus grand groupe à l'Assemblée nationale à gauche. 3. C'est autour de notre programme que la gauche s'est rassemblée. Nous sommes en situation d'hégémonie à gauche. Ça veut dire que, pour moi, à la fois compte tenu de la nature du danger, la montée d'extrême droite, et à la fois compte tenu du fait que maintenant nous ne sommes plus petits. Quand on est petit, on a besoin de crier fort pour s'imposer sur la scène. Maintenant nous ne sommes plus petits.
nous sommes en situation d'être hégémonique à gauche et pour l'être demain hégémonique dans le pays et gagner dans le pays. T'as pas peur Attends. de perdre les gens? Tu parlais de Hollande qui a déçu tout le monde. La stratégie de la respectabilité, c'est précisément ça qui fait que plein de gens n'ont pas confiance aujourd'hui dans le PS, dans un certain nombre de partis du NFP, et qui choisissent plutôt un programme de rupture, une solution qui déchire la chemise, comme tu le faisais auparavant. Attends. Et pour préciser, tu dis qu'on est hégémonique. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Regarde, dès la naissance de la NUPES, c'était pas hégémonique les idées de la FI. En fait, la FI, là où tu as raison, c'est qu'ils ont gagné le rapport de force en termes de sièges, etc. Mais de fait, le contre-feu, le contre-pouvoir médiatique du reste des partis, et même, moi, je suis le premier étonné à terme de toi, ça veut dire que ceux qui portent le programme de rupture à la base, ça pourrait être quelqu'un d'autre que la FI. Ils ont été isolés au fur et à mesure du temps. Tu peux pas dire l'inverse. Regarde le paysage médiatique. Et surtout, tu dis que là, faut se calmer. Parce que moi, je comprends ton idée de dire on a foutu un coup de pied dans la porte et là, on donne des coups de pied dans le vide parce qu'on est déjà rentré. C'est un peu ça que tu dis là. On pourrait avoir le calme de ceux qui sommes en position de force, etc. Je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je suis pas persuadé que la position de force soit si claire. Et surtout, toi, le jour où la France insoumise disparaît, se calme, t'auras beau être le plus respectable possible, t'auras beau t'être calmé, t'auras beau dire ça, c'est toi qui vas prendre les balles que prennent ceux qui sont plus radicaux. Et Attends, laisse répondre. Moi, ma seule question est comment on fait pour devenir majoritaire demain? bah, Comment on fait pour vaincre le Rassemblement national? Et vous savez, je m'en fiche. Attendez. Je m'en fiche que vous m'ayez ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on gagne dehors. Si dehors, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on est les plus forts et qu'on a un boulevard qui nous est ouvert, tant mieux. Moi, c'est pas le cas. Tu viens de dire l'inverse, tu viens de dire qu'on était hégémonique. Non, je te dis quoi? Je te dis qu'en 2022, on a l'opportunité d'être hégémonique à gauche, on l'est dans les faits, et possiblement l'étape ensuite à construire, c'est d'être hégémonique dans le pays. Et ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas fait ce choix-là, que nous n'ayons pas pris ce chemin-là. Alors le chemin, lequel fallait... Attends. Du coup, fallait faire quoi pour devenir hégémonique? Je te le dis, je te le redis. Pour moi, il y avait essentiellement une question de ton plus que de fond. Il y avait la nécessité de passer du bruit à la fureur à la force tranquille. La force tranquille de Mitterrand. Attends. Mais sauf que, deux choses. Excusez-moi, mais Aymeric Caron, vous lui allez laisser faire des tunnels de 10 minutes. Là, j'ai des interventions de 30 secondes. Vas-y. Arrêtez. En fait, si vous avez peur qu'il parle, c'est que vous avez peur de ne pas pouvoir répondre. Donc moi, je suis d'accord, vas-y. Poursuivons sur l'analyse de ce qui se passe en 2022. Mais la question, pour moi, elle est sérieuse. La question, c'est que chez moi, j'avais 0 député Rassemblement National. On était dans une terre ouvrière populaire qui, pendant un siècle, a envoyé des députés communistes et socialistes à l'Assemblée nationale. Je suis sur la ligne de front. Je l'emporte. D'accord, je l'emporte par 3 fois contre le Rassemblement national. Mais la question, c'est que la prochaine fois, moi aussi, je sauterai. On est maintenant à 13 députés sur 17 pour le Rassemblement national en Picardie. Je suis le dernier député des Hauts-de-France qui n'est pas élu dans une métropole. Il nous reste un député dans le Grand Est qui n'est pas élu dans une métropole. Dans tout le Midi Rouge, on n'a plus un seul député de gauche. Pour moi, c'est un souci. Et si on pense qu'en se faisant plaisir ici, on est les meilleurs, on est les plus forts et qu'on n'a pas des questions à se poser sur comment on fait pour être majoritaire dehors, oui, je pense que c'est un problème pour la gauche. Donc, à la sortie de l'élection présidentielle de 2022, j'identifie 3 forces dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. 1, dans les dom-toms. 2, dans les quartiers populaires. 3, dans la jeunesse éduquée des métropoles. Et ce sont 3 points forts, et il ne s'agit pas de les enlever, il ne s'agit pas de les perdre, il s'agit d'additionner et non de soustraire. Mais moi, c'est ça, c'est que tu parles d'additionner, tu parles de rassembler, mais l'impression que ça donne de l'extérieur, peut-être, mais c'est que la gauche, elle se divise là, et que les médias cherchent à la diviser, notamment en diabolisant la France insoumise et à peu près n'importe qui serait trop radical, et en jouant justement de discours comme les tiens qui attaquent frontalement
Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, on a l'impression Mais qu'au pas sein que. même de la gauche, t'arrives déjà pas à rassembler et que tu divises déjà. Mais pourquoi? Applaudissez. Pourquoi on en arrive à ce point de tension? Pourquoi pour moi ça n'est plus tenable? Parce que je ne suis pas écouté, nous n'avons pas été écoutés, la question de changement de stratégie n'a pas été posée, et elle est seulement aujourd'hui dans un contexte particulier sur ce plateau-ci. Mais moi je dis, et ce que je vous dis là, je ne l'ai pas caché, je l'ai énoncé en toute transparence dans les réunions de groupe. Vous m'avez vu faire peut-être des amphis entiers consacrés à ces questions-là pendant 1h30. Je l'ai posé dans un petit livre qui était « Je vous écris du front de la Somme », qui n'était pas un livre agressif, mais qui posait des questions de stratégie. J'ai rebondi quand il y a eu le bouquin de Cagé et Piketty qui disait « Il nous faut reconquérir les campagnes populaires ». Quand, pendant 2 ans, vous vous efforcez de porter une voix et de dire qu'il nous faut choisir un autre chemin pour additionner avec quoi? J'avais identifié 3 trous. Les 3 trous, ce sont lesquels? C'est un trou démographique. On est très faible chez plus de 60 ans. Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et elles vont voter. Et oui, c'est un souci. Le deuxième trou, c'est un trou social. On est très faible chez le salariat entre 1 500 et 2 500 euros. On se fait battre par Marine Le Pen. Le troisième trou que j'avais identifié, c'est un trou géographique. C'est les campagnes populaires, les périphéries, et ainsi de suite. Et comme première chose, c'est pas la seule piste que j'ai donnée pour dire qu'il fallait combler ces trous-là, mais la première chose que j'ai dite pour combler ces trous-là, c'est en effet, il nous faut un changement de ton. Et quand, à la place, on nous dit qu'il faut soit la violence de la parole, soit la radicalité, il ne s'agit pas de renoncer aux mesures sur le fond, mais je dis que sur le ton, ça ne passe pas dans le pays. Attends. Alors, ça, c'est ton constat. Mais donc, tu rejoins quand même globalement le constat que font les médias et les alliés du Parti socialiste, soit. Très bien. Toi, t'en es à cette étape-là. Mais sauf que, quand même, il y a tout un parcours politique. On dirait que la situation a diamétralement changé et que la seule raison pour laquelle la gauche n'a pas su prendre le pouvoir, c'est parce que tu as des insoumis qui gueulent trop fort. Mais moi, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que en réalité, les positions de respectabilité, la France insoumise, ils n'ont pas arrêté de les faire. Le fait d'être... Ils étaient déjà 17... En plus, moi, ça m'énerve parce que j'ai l'impression de défendre la fille. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Mais bon, bref, je vais prendre le rôle, on défend la fille, c'est comme ça. Mais ils n'ont pas arrêté de le faire, d'être là. Nous, on est prêts au pouvoir, on fait des amendements, on fait des commissions parlementaires. Moi, je trouve que c'est vraiment un parti électoraliste, somme toute classique, un parti réformiste. Avec des lunettes social-démocrate, finalement. Social-démocrate, mais attends, le moment où tu as dit « je suis social-démocrate », nous, ça nous a fait rire, mais on n'a pas été en mode « ah, ça y est », etc. Mais en fait, je trouve que tu fais un constat... Je me permets parce que je n'ai jamais dit « je suis social-démocrate ». Tu as dit social et démocrate. Et j'ai dit, le problème des sociodémocrates, c'est que ça fait maintenant 40 ans qu'ils ne sont plus ni sociaux ni démocrates. Je suis d'accord Parce qu'on avec ne peut toi. pas être démocrate et s'asseoir sur le non au traité constitutionnel européen de 2005, et on ne peut pas être social et faire la loi travail. Donc jamais je ne me suis dit, je suis social-démocrate. Attends, juste fini. Sur le constat, on est d'accord. En fait, c'est ça. Et pourquoi il y a un divorce alors? En fait, le constat, les trucs que tu dis, moi j'ai l'impression que même la France insoumise, des fois ils disent la même chose que toi. Et que en fait, toi où tu es en mode, il y a un sacrifice des campagnes, il y a un sacrifice, il y a un truc de on les a pas en termes de chiffres. Ok, très bien. Acceptons le constat. Mais moi je ne vois pas en quoi le discours de la France insoumise est ce qui nous sépare de ces gens-là. Par exemple, tu parles des gens du RN, les fâchés pas fachos, tu parles du vote des gens de plus de 60 ans. Excuse-moi parce que c'est une deuxième fois, mais fâché pas facho, c'est Jean-Luc. Oui, c'était une connerie. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas moi, d'accord? Donc, Oui, me le mais mets pas dans ma bouche. Oui, mais tu reprends ce thème-là. Ça me dérange pas comme analyse, mais enfin, voilà. même je n'ai jamais fait du cœur de mon but électoral la reconquête des électeurs du Rassemblement national. Moi... Arrête. Bah... Tu viens de dire l'inverse à l'instant. Non. Arrête. Je vous dis, bon, vous pouvez huer, mais si tout ce que je pourrais aller gratter au Rassemblement national, j'irai le gratter. D'accord? Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je me battrai pour ça.
Maintenant, quel est le cœur de mon raisonnement politique? C'est que, auparavant, on avait un bloc central libéral qui avait le luxe de pouvoir se séparer en deux entre centre-gauche et centre-droit et produire une alternance sans alternative. C'était le PS et l'UMP. Il y a eu des chocs successifs qui ont réduit ce bloc central libéral. Ça a été le traité constitutionnel européen, ça a été Nuit debout, ça a été la crise des Gilets jaunes et ainsi de suite. On a un bloc central libéral qui se rétrécit, qui a dû se rassembler autour d'Emmanuel Macron et qui continue constamment, au fil des crises, à perdre des plumes. Pourquoi ? Parce que les gens ne se sentent pas en stabilité avec Macron en particulier, mais avec les libéraux en général. Ne se sentent pas en stabilité sur leur travail, ne se sentent pas en stabilité sur la facture d'électricité, ne se sentent pas en stabilité même sur avoir des médicaments à la pharmacie. Ça, on est d'accord. Et donc, je vous dis, le cœur de mon raisonnement politique, c'est pas d'aller rechercher l'électorat qui est au Rennes, c'est que ce bloc central libéral qui se réduit, vers où ils partent les gens. Ah, au RN, donc. Eh bien, je pense qu'il doit y avoir une bataille pour l'aimantation de ceux qui quittent le bloc central libéral. Et donc, là, parce que donc tu nous dis ça, pareil, encore une fois, moi j'ai l'impression que tu dresses un constat avec lequel on est d'accord et que tu ne veux pas aborder le cœur des sujets, qui est celui d'une posture politique que tu as pris, d'une stratégie politique. Attends, qui s'illustre dans les positions de respectabilité, et on va en parler. Par exemple, tu dis ça s'échappe au centre, donc tu fais quoi? Un tract avec Bayrou et un tract vers le centre. C'est un choix politique qui est très signifiant. Très bien. Très bien. Malgré tout. Mais je vais te dire, j'ai amené une campagne de deuxième tour. Il se trouve que les insoumis, honnêtement, ils ne savent pas ce que c'est qu'une campagne de deuxième tour, parce que soit on est éliminé au premier tour, soit on a des cadres insoumis qui sont dans des circonscriptions telles qui gagnent au premier tour. Arrête, il y a aussi des députés qui sont élus dans des... là où... Enfin, d'accord, la balle, que les cadres, ils aient des élections gratuites, on est d'accord. Mais il y a aussi des gens, il y a des militants... Nous, on a reçu la députée Alma Dufour, bah ouais. qui fait Alma les mêmes Dufour, constats elle a que toi, galéré. qui nous dit les difficultés qu'elle a de convaincre. C'est bon, moi... Laissez-nous parler. Raphaël Arnaud, il a arraché un truc qui n'était pas gagné. Raphaël Arnaud, je veux dire, je suis pas là pour me présenter comme le dernier des héros, d'accord? Raphaël Arnaud, je trouve ça comme magnifique qu'il ait arraché cette circonscription au Rassemblement National. C'est l'un des rares. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, quand ensuite, je suis épaté au premier abord, quand ensuite je vais regarder sa circonscription, ça n'est que du centre-ville. Ça n'est que Avignon même. D'accord, mais c'était pas gagné. Mais arrête, c'était un... J'ai pas dit que c'était gagné. Vous me dites Bayrou, je vous réponds sur Bayrou. J'ai amené une bataille de deuxième tour, d'accord? Il se trouve que les choix qui ont été opérés de radicalité, de violence de la parole et ainsi de suite, ont fait fuir en gros l'électorat populaire des bourgs au premier tour. C'est quoi les choix radicaux que tu parles? Parce que c'est ça, en fait, moi je suis d'accord avec ton constat. Mais c'est quoi le reproche exactement? Comment on fait dans la crise des retraites pour se fâcher avec Philippe Martinez, Laurent Berger, avec les syndicats tout entiers? Pour moi, c'est un souci. On a la principale force de gauche qui n'embraye pas, n'appuie pas, ne soutient pas, mais se divise avec les syndicats ouvriers et le principal syndicat ouvrier de combat. Mais quand derrière, on arrive même à fâcher avec Sophie Binet, oui, je considère que c'est un souci. Mais c'est ça qui fait que les gens, ils veulent pas voter. Attends, tu parles des campagnes populaires. Disons-le, c'est les Blancs autour de toi qui n'ont pas voulu voter. C'est le divorce avec... Parce que moi, sur la position sur les syndicats, moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont mal faits. Je suis presque d'accord pour te rejoindre. Mais c'est vraiment ça, le divorce avec les gens dont tu parles. Ils parlent vraiment de la réforme des retraites. C'est pas plutôt parce que, par exemple, bon, tu es revenu dessus, mais sur tes positionnements sur la Palestine notamment, est-ce que tu penses que ça peut être un truc qui fait peur, ça, à cet électorat-là? Parce que le divorce, il est là. Si Mélenchon et la France Insoumise et des tas de gens, des militants, des associations, absolument tout le monde à gauche en ce moment, et c'est pas que les ultras de gauche, se font attaquer quand ils dénoncent le génocide à Gaza. C'est ça où ils se font traiter d'antisémites dans les médias. Ils se font diaboliser. Il y a cette mécanique-là. Et au lieu, toi, de t'en défendre, de faire bloc à ce moment-là, justement, en mode on va rassembler, on va justement essayer d'élargir, à ce moment-là, t'as fout.
foot, c'était pas au même moment. Mais D'abord, tu vois que tu veux pas aller. On non, mais sait c'est qu'il bon. est là, le cœur. vous n'allez pas enchaîner les éditos, là. Vas-y. D'abord, vous dire ma conviction profonde, c'est que dans notre pays, on peut parvenir à ce que les Français, dans leur majorité, leur vaste majorité, soient par souci d'humanité solidaires avec la Palestine. Oui. Bah oui, donc je ne considère pas que ça soit ça le sujet. Mais non, c'est pas le problème. Je veux dire, depuis un an, depuis les attentats du 7 octobre, puis derrière la répression opérée par Netanyahou, les hôpitaux détruits, les écoles anéanties, les enfants, les femmes qui sont opérés sans anesthésie, je n'ai cessé d'intervenir sur ces questions-là. Mais si, bien sûr que si. Encore il n'y a pas longtemps, le terme génocide te gênait. D'accord. Ah bah c'est pas d'accord, c'est important. Non. Attends, arrêtez. On discute, arrêtez. Sinon on peut pas se parler, c'est chiant, vraiment. Depuis un an, je le redis, vous regardez mes prises de position sur Twitter, elles sont constantes, elles sont dans un constant soutien, et y compris dans ma circonscription, j'interviens sur la question de la Palestine. Et j'interviens pour réclamer que la France fasse cesser l'accord de coopération entre l'Europe et Israël, pour que la France dépose une motion au Conseil de sécurité de l'ONU en son nom, pour que la France reconnaisse l'État de Palestine. Quand je vais en Espagne, je rencontre l'ambassadeur de Palestine en Espagne pour voir comment ils ont fait pour qu'il y ait la reconnaissance de l'État palestinien. Et je suis convaincu qu'on peut parvenir à embarquer une majorité des Français sur cette position humaniste-là. Donc c'est pas le souci. Mais je repose ma question. Si justement tu es engagé sur cette chose-là, à partir du moment où, imaginons, la France insoumise baisse dans le rapport de force, n'existe plus, tu n'as pas peur qu'à ce moment-là, tu ne convainques toujours pas sur cette question-là? C'est-à-dire qu'on te fasse très précisément le reproche d'être peut-être antisémite, de trop soutenir la Palestine. Tu n'as pas cette peur-là à partir du moment où justement, là tu es respectable, presque pour certains, parce que tu tapes sur la France insoumise. Est-ce que tu n'as pas peur qu'à ce moment-là, le moment où c'est un peu plus toi, eh bien tu deviens l'ennemi de gauche, tu représentes ça, et qu'on abatte le même épouvantail sur toi? Je vous le redis, c'est presque un problème pour moi. Je n'ai pas de problème de fond avec la France insoumise et avec Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi tout le monde croit que t'en as C'est pas comme si j'avais des soucis avec les 640 mesures, avec le programme L'Avenir en commun, que j'ai participé dans la durée, dans ces grandes lignes, à valoriser dans l'espace public, et ainsi de suite. Je le redis, il y a un choix qui est opéré de manière constante durant 2 années, entre 2022 et 2024, qui est le choix de la violence de la parole, puisque c'était recommandé, et le choix de la radicalité. Et je vous dis que ça ne passe pas. Je pense que ça a 2 effets. Ce choix de positionnement a 2 effets, ouvre 2 boulevards. Il ouvre un boulevard à l'extrême droite qui apparaît comme les gens rassurants, de confiance, respectabilité, comme vous dites, et ça ouvre un boulevard au centre-gauche qui peut renaître parce que cet espace n'est pas occupé. Et croyez bien, ça ne me fait pas plaisir, parce que je veux une seule gauche et que je veux qu'elle soit de gauche. Mais... Maintenant, mesurez bien ce que ça me coûte. Cette analyse-là, vous pouvez la contester, d'accord? L'analyse que je fais de ce qui se passe en 2022 dans le pays, vous pouvez la contester, mais mesurez bien que celui qui est le moins à même de faire ce mouvement, c'est moi. Parce que je me suis chopé plus d'amendes dans l'Assemblée nationale que Louis Boyard. Parce que le maillot de foot, c'est moi. Mais c'est pour ça qu'on comprend pas. C'est incompréhensible les choix que tu fais. Comment passer du maillot de foot à dire je fais du tractage aux faciès? Tu comprends comment les gens ont pris cette déclaration? Attendez, les gens se sont dit, mais en fait François Ruffin, il est raciste. C'est la réflexion qu'ils ont eue sur ça. T'es obligé de le prendre en compte et tu peux pas le balayer de la main. Eh bien, c'est ridicule cette histoire de tracts aux faciès. Jamais j'ai dit que je faisais des tracts aux faciès. Le souci qu'on a... Attendez. Le souci qu'on a en 2022, et on est dans le cœur du sujet, c'est que quand tu mets Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise dans les quartiers, ça passe crème, c'est facile, t'es accueilli en héros. Et c'est vrai. Et dès que tu fais 5 km à la campagne, t'es foutu, t'es cuit, il n'y a plus rien qui passe. Eh bien oui, ça me pose un souci. Pourquoi? Mais ça me pose un souci dans la durée. Je veux dire, je sais, moi, depuis 20 ans, le bloc historique que je veux bâtir.
le bloc historique qui permet d'être majoritaire. Le problème de la gauche, c'est qu'elle elle subit 2 divorces. Il y a un premier divorce qui est le divorce entre les classes populaires et les classes intermédiaires. Ça date de la mondialisation des années 80 qui a tracé comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus. D'accord ? Et il y a un deuxième divorce qui est interne aux classes populaires, entre les classes populaires des campagnes et les classes populaires des cités. Moi, je veux rassembler tout ça. Et je pense qu'on doit avoir pour objectif de rassembler tout ça. Et pourquoi il y a ce divorce, selon toi, entre les classes populaires de campagne et de cité, pour caricaturer? Pourquoi il y a le divorce et comment on les rassemble, du coup? Pour comment on les rassemble, il y a énormément de communs. Il faut voir le commun et se demander si ce qu'on met en avant, c'est le commun. Mais qu'est-ce qui les rassemble? Je veux dire, vous regardez même des sondages en quartier populaire et hors quartier populaire, les 5 premiers thèmes que vous avez, le logement, la santé, le pouvoir d'achat, l'éducation et ainsi de suite, la sécurité, ce sont 5 thèmes qui non seulement sont en commun, mais viennent dans le même ordre. Donc il y a une masse de communs. En revanche, je le dis, la question du ton et de la radicalité, ça passe pas. C'est ça, tu penses? C'est pas plutôt aussi le racisme? Parce que... Attendez, parce qu'il y a un certain nombre de sociologues qui expliquent que dans l'électeur RN, il y a ces aspirations populaires, la classe sociale, avoir une meilleure vie, ce qu'on peut retrouver aussi dans les quartiers populaires, et c'est quelque chose, je trouve pas qu'à gauche, on dit le contraire. Je trouve pas qu'on dit, ça y est, on abandonne le travail, on ne s'intéresse qu'à la Palestine. C'est pas du tout ce qu'on dit. Au contraire même, c'est précisément dans ces quartiers-là qu'il y a aussi un nombre de gens incalculables qui subissent le capitalisme. Mais beaucoup de sociologues parlent de conscience triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi chez les électeurs RN, pour beaucoup, le racisme, c'est-à-dire qu'ils sont en mode quitte à tout perdre, d'accord, mais moi d'abord. Et c'est sur ça que le RN aussi joue un énorme rôle. La préférence nationale. Populaire. Attendez, oui, on peut pas, oui. La préférence nationale. Okay. Je réponds d'abord et puis... Vas-y. La triangulation, j'en suis parfaitement conscient. Je veux dire, je me bagarre contre ça. Ma bagarre, c'est ça. Quand je suis à la sortie de l'usine Whirlpool, quand elle ferme en 2017, et que les gens se mettent à parler des assistés, des réfugiés, des immigrés, je leur dis, mais attendez, vous croyez que le problème, c'est eux, c'est les assistés, c'est les réfugiés qui vous licencient, ou c'est votre PDG, ou c'est les actionnaires? Et qu'est-ce que je fais? Je ramène un tract à l'usine Whirlpool qui montre d'une part la gueule de leur patron, Jeff Fettig, dont ils ignoraient jusqu'au nom, et je montre la baraque qu'il a à 5000 km de là aux États-Unis, avec 17 chambres, 8 salles de bain, un terrain de tennis couvert, un accès direct à la plage, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour canaliser la colère, non pas vers le bas, mais pour la canaliser vers le haut. Et c'est ma bataille permanente que d'être amené à faire ça. Et je pense que aujourd'hui, plus que jamais, on a ça comme posé comme thème prioritaire pour rassembler les classes populaires. Dans un moment où jamais les inégalités n'ont été ce qu'elles sont, se rappeler qu'à la naissance du classement Challenge, en 1996, les 500 premières fortunes françaises disposent de 5% du PIB. C'est 20% à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. On a dépassé les 45% aujourd'hui. Donc, évidemment que ma bagarre permanente, c'est de faire que les gens relèvent le nez et qu'à la place d'aller chercher l'assisté, le réfugié et l'immigré, ils se disent mais mon véritable adversaire, il est là-haut. Et je pense que le rôle profond de la gauche, ça avait été la campagne de 2017 de Jean-Luc, contre ceux qui se gavent. Que le rôle permanent de la gauche, c'est de montrer aux gens combien ils ont des causes de malheur communs pour les rassembler. Mais vous savez, ce poison de la division, Marx l'avait déjà identifié. Quand, au XIXe siècle, il montrait que la bourgeoisie organisait du racisme entre les ouvriers les ouvriers anglais et les ouvriers irlandais pour les diviser. Donc, ce poison de la division, du racisme, j'en suis bien conscient, et je peux vous dire que sur la ligne de front, nous faisons ce qu'on peut pour le combattre. Mais je pense qu'il faut combattre cette triangulation en amenant tout le monde à regarder vers le haut. Ça, d'accord, mais tu vois, par exemple, je comprends ce que tu dis. Et de fait, moi, c'est ma formation politique que tu es en train de décrire. Moi, je vais même le dire, à une époque, moi, j'étais vraiment ce qu'on appelle un class first. J'en suis revenu, ce qui est une connerie, tu vois, genre la lutte des classes avant tout. Et de toute façon, ça sera la solution à tout, etc. Donc, ce que tu dis, ça parle aussi à mon cœur, même si aujourd'hui, je trouve que c'est pas bien de réfléchir comme ça. Je comprends pourquoi tu réfléchis comme ça. Mais moi, j'ai l'impression
que malgré peut-être ta sincérité du truc de regarder en haut pour éviter la division en bas, malgré tout, ton discours fait l'inverse. Je vais prendre un exemple simple. Tes positions sur l'assistanat. Là, j'ai vu ton dernier film au boulot, qui par ailleurs a des moments qui sont magnifiques, où tu filmes des gens. Moi, c'est mes parents, c'est les gens avec qui j'ai grandi. Vraiment, c'est... Voilà, donc, je suis obligé de voir l'amour que tu as pour ces gens. Je le vois, je peux pas le nier. Mais en même temps, tu ne fais que montrer des gens qui travaillent et qui sont justement dans ce truc de la valeur travail. Et quand tu vois ce film, en réalité, je ne pense pas qu'il empêche à quelqu'un du Rassemblement National de regarder vers le bas l'assistanat. Il va juste se dire, comme Sarah Salman d'ailleurs, qui, comme tu dis dans le film, globalement est une raciste, eh ben, eux, ça va. Eux, c'est des travailleurs. Eux, ils continuent à travailler et c'est pas les petits assistés, c'est pas les mecs qui restent à la cité, qui vendent du shit, etc. machin. Et il y a un angle mort. Et on l'a vu dans l'opposition, juste fini, dans l'opposition avec Sandrine Rousseau, qui je trouve était un peu stérile, parce que l'éloge de la paresse, moi je trouve que c'est une position que je comprends pas, à laquelle toi, médiatiquement, ils ont opposé ton discours, qui est celui de la valeur travail. Ce discours-là, en dernière analyse, malgré toute ta sincérité, nourrit la rhétorique du Rassemblement National sur l'assistanat. Ou s'il ne le nourrit pas, au moins, il ne l'empêche pas d'exister. J'en suis persuadé. Alors, d'abord, pour moi, l'histoire du mouvement ouvrier, c'est l'histoire à la fois de la valeur du travail, de la fierté de gagner son pain à la sueur de son front, oui, mais alliée à la libération du travail, au congé maternité, au dimanche chômé, au samedi à l'anglaise, au congé payé, à la retraite à 60 ans. L'histoire du mouvement ouvrier, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est le lien entre les deux. Sur le fait de, aujourd'hui, de dire que les Français, tous les habitants de notre pays doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre et pas en survivre, et bien le vivre, et qu'on retrouve un travail qui n'envahit pas tous les temps de l'existence, mais qu'on puisse avoir des temps libérés de cette existence. Ensuite, 2022, en effet, dans la campagne électorale que je mène, la question de l'assistanat revient de manière récurrente. Les gens te parlent de ça tout le temps, c'est ça? Oui. Comment on fait? Moi, je dois dépasser ça. Je dois faire du judo avec ça, d'accord? Comment je fais? D'abord, la phrase qui revient tout le temps, c'est « nous, on a droit à rien ». D'accord? Nous, on travaille et on n'a droit à rien. On n'a pas le droit au chèque machin, on n'a pas le droit au bidule truc, on n'a pas le droit à la prime énergie et au machin. J'y réponds par des droits universels. J'y réponds en pensant que la gauche, quand elle s'est élevée et qu'elle a fait des chances grandes et belles, ça n'a pas été des droits sous condition, ça a été des droits qui ont été donnés à tout le monde. Pas de manière égale, mais qui ont été donnés à tout le monde. On a fait l'école, on l'a fait l'école pour tous. On a fait l'école pour les ouvriers, on l'a fait l'école pour les enfants de Bernard Arnault. On a fait l'hôpital pour tous. On a fait l'hôpital pour les enfants d'ouvriers et pour les enfants de Bernard Arnault. Et donc je pense que la manière dont je sors de ça, c'est en prenant en effet des droits qui sont universels et non pas des droits qui sont sous condition. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de voir que dans notre pays, il doit y avoir un droit au travail. Il est inscrit dans la Constitution, le droit au travail. Ma demande, c'est que le droit au travail il soit validé. Par ailleurs, quand vous dites que dans le film, il n'y a pas de personnes qui ne travaillent pas, c'est faux. Vous avez à l'entrée du secours populaire des gens qui ne travaillent pas quand il y a la... Oui, t'as raison. Oui, mais ils sont pas bénévoles. Le centre du film. Attends, reconnais que c'est pas le centre du film. Et vous avez des tas de gens qui expliquent comment ils ont été exclus du travail, comment ils en ont été malheureux, comment on les a brisés, et comment c'est parce qu'il y a eu territoire zéro chômeur longue durée qu'ils ont pu se réinscrire dans le travail. Moi, je vais donner un exemple, deux exemples du film qui vont dans le sens de ce que Raz essaie d'expliquer. Je trouve qu'il faut prendre justement Sarah Salman, qui à un moment donné, tu lui montres, je crois c'est quand ça découpe des poissons à la chaîne. On voit ces gens-là en train de travailler et Sarah Salman, elle dit « Ah, avant, 2 ans de retraite en plus, je me disais « Oh, ils chipotent ». Et là, maintenant, je comprends. Moi-même, dans cette situation, j'en voudrais pas un jour de plus de découper du poisson à la chaîne. À ce moment-là, je trouve que ça marche. Tu démontres bien dans le film, elle comprend que « Ah oui, ça, faut que j'arrête ». Par contre, après, on la voit avec d'autres profils où elle dit « Bah, vous, c'est bien.
vous n'êtes pas comme des gars de la cité. Vous, au moins, vous travaillez. Vous, au moins, vous êtes dans le bénévolat. Vous essayez de vous en sortir. Et elle est en mode, moi, je suis pour ça, puisque je suis pour le mérite. Et à la fin, tu dis, on retrouve la monstre, parce qu'elle s'est mise, du coup, à peut-être avoir un peu plus d'empathie au niveau de la retraite, des conditions de travail, de la difficulté que c'est au quotidien. Mais par contre, derrière, elle s'est dit, elle déteste toujours, si ce n'est encore plus du coup, parce qu'elle est encore plus ancrée dans sa vision de la valeur travail, elle déteste encore plus les assistés, les immigrés, les dealers. Et tu le montres à la fin du film en disant « Ah, ça n'a pas marché, elle continue d'être un monstre. » Elle redevient Cruella, tu dis « Mais t'as raison, c'est pas pour dire que c'est de ta faute. C'est pas toi qui rends Sarah Salman raciste, mais de fait, la proposition que tu fais n'a pas servi à enlever de sa tête l'importance et la centralité de la question de l'assistanat et la question de la préférence nationale chez les gens qui pensent comme ça. Ça montre... c'est une illustration. D'accord, mais si on mesure l'indice de ma Oui, valeur bien sûr. politique et de ma réussite à l'avenir et aux pensées de Sarah Salman, T'as raison, effet, c'est vrai. je signe mon échec tout de c'est suite, vrai, d'accord? Évidemment. Non, mais tu vois comment ça illustre quelque Non, chose. après, moi, j'ai pas envie de faire de l'analyse cinématographique là, mais qu'est-ce qu'on fait avec Gilles Perret? On part sur le fait de la mettre au boulot, c'est le titre, d'accord? Et on voit qu'en effet, notamment quand on est à l'usine de poissons, elle bifurque parce qu'elle dit oui, vous travaillez, mais il y a tous les assistés. Et là, on voit que dans la salle de l'usine de poissons, elle fait 100% des voix, que les gens sont d'accord avec elle, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Nous, qu'est-ce qu'on fait là? On décide de déminer ça. Comment on démine ça? En allant, au secours populaire et tourner des scènes au secours populaire avec des bénévoles, et 2, en allant au territoire zéro chômeur longue durée, qui montre que les gens qui ont été virés du travail, qui sont pas bien, qu'on a broyés, c'est pas leur choix, on leur a imposé ça. Et quand on va avec les jeunes de la cité, moi je pense que Mohamed, dans la cité, il a une phrase qu'on doit encadrer et mettre en grand sur tous nos frigos et jamais oublier. Donc c'est le gars qui pose de la fibre à Grigny et qui dit voilà, on a fait des tas de petits boulots avec mon pote, on a porté de la nourriture pour chat, on a été servir dans des banquets, on a fait tout ça, on a des missions de 2 jours. Nous, on veut un CDI, on ne nous donne pas de CDI. Nous, on veut la stabilité, on ne nous donne pas la stabilité. Je pense que cette phrase-là, que prononce Mohamed à Grigny, elle est clé pour la gauche d'aujourd'hui. Quelle est la demande profonde des classes populaires aujourd'hui? C'est une demande de stabilité. C'est une demande de stabilité parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais et au fond, depuis 40 ans, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait des lois de déstabilité. On leur met la fluidité, de la mobilité, de la flexibilité, de la vie liquide dans les vies. Vous savez, comme je tourne avec Gilles Perret, il a fait un film qui s'appelle La Sociale, sur la naissance de la sécurité sociale, avec Ambroise Croizat, ministre des Travailleurs, et il disait qu'il voulait faire des lois de tranquillité sociale pour que les gens puissent dormir la nuit. Ça fait 40 ans qu'on fait des lois d'intranquillité sociale qui empêchent les gens de dormir la nuit. Et je pense que la demande de Mohamed est une demande clé de ce qu'on doit réussir à rétablir dans les classes populaires. Et qu'en fond, on a installé depuis 40 ans l'angoisse au cœur des classes populaires. L'angoisse pour les gens de qu'est-ce qu'ils vont devenir, mais sans doute encore davantage, l'angoisse de que vont devenir leurs enfants. Et je pense que la gauche qui gagnera demain, c'est la gauche qui répondra à cette demande de stabilité. Évidemment, c'est difficile. Une demande de stabilité dans un monde qui est, lui, changeant. Mais je pense qu'il y a profondément cette demande-là. Avoir un statut, ça veut dire pouvoir s'asseoir dans la société. Là, je pense qu'il y a une demande profonde d'avoir un statut et de pouvoir s'asseoir dans la société. Encore une fois, on est d'accord. C'est ça, moi, je pense, le truc que je n'arrive pas à réconcilier par rapport à toi, c'est que je suis d'accord avec les constats, avec ce que tu dis. Qui ne serait pas d'accord? Mais en même temps, tu ne résous pas le problème de la question de la montée du Rassemblement national en faisant ça. Je suis désolé, ce que tu dis, la gauche l'a toujours dit. Je ne suis pas d'accord avec toi. On dirait, et c'est pas un reproche, tu le portes, ce combat-là. La question économique, la question sociale, tout ce que tu dis, tu le portes. C'est pas pour dire que tu le portes pas ou que tu le portes mal. C'est pour dire que c'est fait. Et je dis pas qu'il faut arrêter de le faire, mais de fait, ça ne suffit pas. Et quand tu parles de la France insoumise, je suis désolé, tu peux leur reprocher ce que tu veux. Moi, je comprends les problèmes démocratiques, mais ça, ils le portent, ce n'est pas vrai. De fait, ça ne suffit pas. Il y a une partie des classes populaires pour qui la préférence nationale vient en premier. Et ce que tu dis ne suffit pas. Et là où je te rejoins, c'est que la France insoumise n'a pas trouvé
quelque chose qui suffise pour les convaincre. Je suis pas en train de dire que eux, ils vont ramener ces gens-là. Et même moi, je suis presque en demande, je suis orphelin d'un discours qui me paraisse efficace sur la question de, on va dire ça comme ça, de la déradicalisation, de comment les gens, ils arrêtent de s'enfuir au RN. On avait envie que tu portes avec eux. Faites un édito à la fois, comme ça on s'en d'accord. Non, mais justement, je dis juste qu'on avait envie que tu portes ça avec eux. On t'aimait pour ça. Pendant 2 ans, je le redis, j'ai tout fait pour additionner et non pas pour soustraire, pour poser ce débat-là, pour poser la question de comment on fait pour ajouter, de est-ce qu'on partage le constat qu'aujourd'hui on a des trous, qu'on a un trou démographique, un trou social, un trou géographique. Est-ce que ce constat-là est partagé ou pas? Premièrement, il y a eu du déni. Non, c'est pas un souci, il n'y a pas de problème. Ensuite, est-ce qu'on veut les combler, ces trous? Est-ce qu'on le veut vraiment ou est-ce qu'on veut faire semblant? Ou est-ce qu'on considère qu'on se concentre sur la jeunesse et les quartiers populaires, que le reste, on laisse tomber, c'est perdre son temps? Est-ce qu'on considère que finalement les terres qui aujourd'hui votent Rassemblement National, ce sont des terres qui n'ont jamais adhéré à la République et à la démocratie, ou qu'au contraire, il n'y a pas d'essence à ça, mais qu'il y a un combat à mener sur ces terres-là? La réponse m'a été apportée. Il y a eu un choix qui a été fait. Et je le déplore parce que moi je pense qu'on peut encore gagner, que si on veut être majoritaire demain, on n'arrivera pas à le faire sans toutes les classes populaires et avec seulement un bout des classes populaires. Sur la question du racisme, sur la question du racisme, dans la durée, le racisme diminue dans la société française. Vincent Tibéri l'a montré dans son bouquin. Dans la longue durée, et même sur les dernières années, on a une diminution du racisme. Et moi, je peux vous dire que, par souvenir de comparaison de ce qui se passait dans les années 80 ou de ce qui se dit aujourd'hui, il y a un fossé entre les deux. Et tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'on est au bout du chemin. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien de corrélation entre la montée du racisme et la montée du vote Rassemblement National. Ça veut dire qu'il y a d'autres causes à ça. Et les autres causes à ça, oui, je le dis, pour moi, la question centrale a été celle de la déstabilisation des classes populaires, dans les quartiers comme dans les campagnes, par le choc de la mondialisation, qu'on a... tu dis la gauche a toujours combattu ça. C'est pas vrai. On a eu une gauche qui, pendant 30 ans, a accompagné ça. Absolument. Ah oui, d'accord. Mais oui, d'accord. Mais absolument, mais justement, c'est parce qu'il y a une gauche qui, pendant longtemps, a accompagné ça, qu'aujourd'hui, les gens... Enfin, parce que tu parles et on les connaît, les gens qui sont en mode... Ah, il y a des assistés, tous ces discours qu'on entend là dans les classes pop. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aussi entendu, mais c'est tous des pourris. Hollande, il nous a trahis. Tu le disais toi-même tout à l'heure, en 2017, il y a eu une rupture à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il y a un désir, tu dis peut-être c'est chez nous, que dans la jeunesse, chez les ultras, mais il y a un désir de radicalité, il y a un désir de rupture, qu'on ne nous refasse pas du Macron à gauche. Et c'est pour ça que tes positions aussi, on va dire, de respectabilité d'une part, mais aussi de justement de pas vouloir positionner sur certains sujets politiques autour du racisme, ça inquiète des gens qui se disent ok, je suis déjà pas sûr que si je vote Mélenchon, il va me mettre mon SMIC à 1 600 €, il va me trouver du travail, il va faire que ma vie elle est meilleure, mais du coup je suis encore moins sûr que Hollande va le faire et j'ai encore moins envie de voter pour lui. Et il y a ça aussi qui joue un énorme rôle. Hollande, mais tu comptes pas appeler à voter François Hollande? Bah, des fois, tu donnes l'impression. Mais attends. Mais sincèrement, on a l'impression que c'est vers là que tu vas. Non, Quels sont tes alliés? Ouais, mais Hollande, il dit que lui, c'est le choix respectable. Attends, mais là tu t'es rapproché du siège avec ELV. La prochaine étape, c'est PS. Bah, attendez, c'est un peu une blague, mais comprends pourquoi je le dis. Évidemment que c'est une blague, mais comprends. C'est le PS, mais je le redis, c'est pas moi qui ai fait le choix de s'allier avec le Parti Socialiste. Ça, je suis d'accord avec toi. Vrai. Ça, c'est vrai. Et franchement, la stratégie en zigzag qui fait qu'on s'allie avec eux, que derrière on se fâche, ce sont des pourris, des traîtres et ainsi de suite, qu'on s'allie de nouveau avec eux, et que derrière ce sont à nouveau des pourris et des traîtres. Mais vous croyez que les gens suivent ça? Alors ça, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Donc, moi, j'étais, à partir du moment où le choix a été fait de dire on s'allie avec le Parti Socialiste et avec l'ensemble de la gauche, et compte tenu de la situation dans le pays, ça me paraît nécessaire, et ça me paraît toujours nécessaire aujourd'hui. Mais je serais que pour qu'au moins il y ait une certaine continuité dans cette stratégie-là, et qu'on ne soit pas dans un truc de zigzag permanent. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu penses que le zigzag, c'est que de la faute de la France insoumise ou pas?
on peut dire qu'il y a des torts partagés, je vois pas d'effort qu'il y ait eu pour maintenir la maison commune. Et je vais vous dire, je pense que c'est un tort parce que quand il y avait une unité réelle qu'on sentait au début de 2022 avec les Verts, les communistes et les socialistes, qu'est-ce qui se passait? Quand la France Insoumise faisait un pas un peu trop audacieux parfois, un assassin lancé dans l'hémicycle et ainsi de suite, qu'est-ce qui se passait? On avait Olivier Faure qui venait prendre la parole pour défendre. On avait Cyrielle Châtelain qui venait prendre la parole pour défendre. On avait André Chassaigne qui venait prendre la parole pour défendre. C'est-à-dire que quelque part, il constituait une forme de bouclier. Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui a à faire perdurer et à retrouver. Voilà. Mais donc, il doit y avoir un choix de stratégie. Pourquoi? Je le redis. Parce que, pour moi, on a assis une hégémonie à gauche sur nos idées. La question du protectionnisme, que j'abordais tout à l'heure, non seulement on l'a remportée à l'intérieur de la France Insoumise, mais désormais elle fait consensus à gauche. Le fait qu'il faille indexer les salaires sur l'inflation, ça fait consensus. Le fait qu'il faille taxer les riches, ça fait consensus. Le fait qu'il faille le changement de genre, et on pourra en parler si vous voulez, que ça passe par l'état civil et plus que ça passe par les tribunaux, ça fait consensus. Donc en fait, vous avez un consensus qui est là sur le fond, et je le redis, il y a un gros problème sur le ton. Il y a un problème de choix qui a été fait. Tu sens pas qu'il y a un ras-le-bol populaire contre les médias, contre Macron, contre tout le gouvernement, toutes les manières qu'il y a classiques de faire de la politique qui justement menaient à l'UMPS, comme on disait un temps. Tu sens pas ce ras-le-bol-là? Je pense que c'est cette énergie-là que capte la France Insoumise. Et après, pour autant, ils font ce qu'on attend d'un parti électoraliste. Ils font des alliances, ils font pas des choix fous, ils se disent pas on va pas aller avec le PS et du coup on fait qu'il y a 380 députés RN. Ils ne le font pas à ce moment-là. Ils ont un ton un peu gentil. Ils ont des petites lunettes rondes, ils sont tout mignons en vrai. C'est quand même pas, ils ont pas le couteau entre les dents. Non mais sérieusement. Non mais le choix a été fait, je vais pas le répéter 150 fois. Alors j'ai vu, vous avez vu, c'est bien parce que je dis des choses et finalement 1 ou 2 ans après, quand je suis sorti, ça change. Là ils disent qu'ils veulent aller chercher de la respectabilité dans l'hémicycle et tout ça. Donc on verra si de fait ça change. Mais quand vous dites qu'il y a une montée de la colère dans le pays, elle est évidente. Il y a une montée du ressentiment qui est là. Est-ce que ça va basculer dans notre camp? J'en suis pas sûr. Mais excusez-moi, mais regardez les sondages. Regardez comment. Et je veux pas, moi, je suis pas venu là pour faire un show contre la France Insoumise. Parce que je vous le dis, j'ai comme but que, comme on a un programme commun, on ait une candidature commune. Je le veux. Je pense qu'il y a une gauche. Il y a le temps où il y avait 2 gauches irréconciliables. Pour moi, c'était vrai en 2017. Il y avait 2 gauches irréconciliables. À la sortie de Hollande, le Valls n'était pas conciliable avec Mélenchon. C'était pas conciliable. Aujourd'hui, on a un programme commun qui doit pouvoir nous mener à une candidature commune. Et il n'y a pas. Là, on n'a plus 2 gauches irréconciliables. On a 2 gauches qui potentiellement ne veulent pas se réconcilier. Et je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux pour le pays aujourd'hui. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais de fait, le programme commun, il a été imposé au forceps. La vérité, c'est que la France Insoumise, eux, ils sont en mode, nous, notre programme, il est là, ça lie avec nous qui veut, mais tu ne peux pas nier que le Parti Socialiste, ils n'appliqueront jamais ce programme. Enfin, je veux dire, tu crois vraiment qu'il y a eu... Attendez, mais on fait pas applaudir à chaque truc, ça va. Non, mais oui, sans déconner, c'est bon. Tu crois vraiment qu'il y a eu un retour du Parti Socialiste à gauche et que là, au sein du Parti Socialiste, il n'y a pas un jeu qui est en train de se jouer d'une division même interne au Parti Socialiste entre ceux, parce que t'en as au PS qui disent ouais, vous êtes alliés avec LFI Hamas, vous êtes... Enfin, je veux dire, le constat que tu fais sur le problème de l'Alliance, c'est ça. Moi, je pense que l'Alliance, elle ne marche pas parce qu'il y a une partie de nos alliés qui ne veulent pas défendre ce programme. Et tu vois, là, ça, par exemple, la France Insoumise, ils sont comme toi. Ils sont en mode, faut continuer à s'allier, etc. Nous, avec Dany, on trouve qu'avoir fait ressusciter le PS a été la plus grosse faute politique de Jean-Luc Mélenchon. Nous, c'est notre avis. Et toi, je me rappelle que tu disais plus jamais PS et qu'un jour, tu as dit que tu regrettais de le dire. Ce qui m'a beaucoup déçu. Non. Tu vois, donc vraiment... Genre, et toi, tu es en train de croire que là, les 640 mesures qu'ils ont reniées, ils en ont fait moins. Après, ils étaient là, on va faire 10 mesures. Il n'y a pas besoin de plus, on s'en fout. Et tu vois bien qu'ils mentent, ils ne sont pas redevenus de gauche. Et à la fin de la fin, moi, je t'entends dire, bah, même si on prend 5%, c'est déjà ça. Et là,
je suis refrappé dans le petit abstentionniste nul que j'étais à l'époque, qui est en mode « Ah bah voilà, il va encore me douiller. Je voulais un SMIC à 1006, c'est déjà pas grand-chose. La retraite à 60 ans, c'est déjà pas assez. » On en parlait avec Émeric Caron tout à l'heure. Et là, en fait, j'ai encore quelqu'un qui me dit « Non, mais peut-être t'auras 20 € si on s'allie avec tout le monde. » Et là, je suis en mode « Ah bah d'accord. » Et je comprends que des gens se disent « Bah il me reste que Marine, en fait. » Ouais. Franchement, si vous regardez, je suis désolé, je ne suis pas venu pour faire de l'anti-FI, mais quand vous dites qu'il y a de la colère dans le pays, si jamais le fait d'être maximaliste sur la radicalité et tout ça faisait rapporter de la popularité dans le pays, on n'en serait pas là avec les figures de la France insoumise. Bon, voilà. Bon. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit maximaliste. Ensuite, sur les 5%, pour te dire le raisonnement, d'accord ? Le SMIC, tu l'augmentes. Maintenant, la question, je le dis, je suis attentif au trou social qu'on a entre 1 500 et 2 500 €. Ça veut dire que si tu augmentes le SMIC, mais que les gens au-dessus, ils ne voient pas leur salaire augmenter, ils sont juste rattrapés par le SMIC et au fond, ils ont un sentiment de déclassement. Donc la question clé, c'est comment on augmente le SMIC, mais comment ça augmente au-dessus aussi. Et c'est pour ça que je dis, au moins, là je dis, il nous faut au moins maintenant, tout de suite, plus 7% pour tout le monde. Mais tu sais, si déjà la gauche demain, elle fait plus 7%, qu'il y a le SMIC qui est augmenté, qu'il y a vraiment qu'on revient sur abrogation de la retraite Macron, qu'on réussit des points clés comme cela, les gens, ils en seront déjà surpris. Ils en seront déjà stupéfaits, tellement ils n'ont plus confiance, mais aucune confiance dans les dirigeants politiques. Et je ne m'exclus pas du lot. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment on peut changer au moins un peu la vie des gens. Et pour ça, il faut avoir une majorité. Pour ça, il faut gagner. Maintenant, pourquoi pendant la loi travail, donc c'est en 2016, je dis nous ne voterons plus. Nous ne voterons plus jamais PS. Pourquoi je le dis à ce moment-là ? Parce qu'on a un PS qui est dominant. C'est lui qui est hégémonique. C'est lui qui est dans la locomotive. En 2022, qu'est-ce qu'on a ? On a un PS qui est dans les wagons et on a une France insoumise qui, elle, est dans la locomotive et dirige le truc. Donc évidemment, elle peut choisir le chemin vers où elle entraîne ou vers où elle entraîne tout le monde. La situation aujourd'hui, elle est sans doute redevenue différente parce que, compte tenu du positionnement où on a choisi d'aller dans la radicalité et non pas d'occuper tout l'espace, on a rouvert un espace au centre-gauche que je ne souhaite pas voir à occuper. D'accord ? Que je ne souhaite pas voir occupé par un retour de François Hollande et compagnie. Et il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet. Mais du coup, moi, je pense que de toute façon, on va commencer à arriver vers la fin du truc. Je pense qu'on a bien vu la différence qu'il y a. Mais la vérité, et tu le sais très bien, et c'est le truc auquel on tourne du pot, la radicalité, c'est la question palestinienne. C'est sur ça qu'il y a une division. Arrête. Tu vois bien. Le racisme, Attends, je dis pas que c'est toi que ça dérange. Peut-être que toi, tu trouves que les positions radicales sur la Palestine de la France insoumise et le fait qu'ils ont été au combat là-dessus te convient. Mais de fait, dans les médias, au Parti socialiste, chez tous nos alliés de la gauche et chez nos adversaires, le moment où l'anti-France insoumise et le moment où la France insoumise, il y a eu une accélération de sa diabolisation, c'est au moment du conflit, c'est au moment où Gaza se faisait bombarder, attaquer, et où ils ont été les plus, on va dire, énervés, et où ils l'ont défendu. Tu sais que c'est ça la question qui a posé problème. Le divorce, il vient de là. Le divorce, peut-être qui datait d'avant, mais c'est ce qui a largement été utilisé par les médias et par le PS pour justifier le fait de faire reculer sa position. Tu sais que c'est ça. Pour le PS, j'en sais rien, mais je peux vous dire que dans le pays, c'est pas ça le souci. Dans le pays, c'est pas ça le souci. Dans le pays, c'est qu'est-ce qu'on vient dire aux gens pour leur proposer de la stabilité. Comment on apparaît comme une force qui est... Je suis pas d'accord, sinon pourquoi la télé parle autant d'islam, parle autant des musulmans, parle autant d'insécurité ? Pourquoi justement le RN qui a sa voix partout, absolument, tout le temps, sur tous les plateaux, pour justement aller attaquer les musulmans, aller attaquer l'islam, aller attaquer n'importe qui défend la Palestine, mais que ce soit Jean-Luc Mélenchon, mais que ce soit quelqu'un qui est une asso féministe, des syndicalistes. Il y a des syndicalistes CGT qui sont allés au tribunal parce qu'ils ont fait des tracts pro-palestiniens. Tu vois qu'il y a une tension dans le pays sur ce sujet-là. Je comprends pas pourquoi j'ai l'impression que tu ne veux pas y aller. Les gens le ressentent, que ce soit pour être islamophobe ou que ce soit pour se dire, ok,
tout l'espace politique est contre nous. Il n'en reste que quelques-uns qui sont avec nous et eux-mêmes sont diabolisés. Ce qui crée plein d'effets pervers d'ailleurs. Moi, je comprends pas quel est votre chemin pour être majoritaire demain. Qu'est-ce que vous proposez? Mais non. Attends. Est-ce qu'on se présente, nous, déjà? Déjà nous, on se présente pas. Franchement, moi, je vous ai dit quel était mon chemin, d'accord? Mais comprends. moi, vous vous décrivez comme une citadelle assiégée et il faut construire des tranchées autour, relever le pont-levis et s'enfermer. Je le dis, je veux pas d'une gauche du ghetto. Je veux pas d'une gauche qui s'enferme et qui pense pas qu'elle peut être majoritaire dans le pays. Moi, je suis convaincu que, je le redis, la question de la radicalité, pour moi, elle porte moins sur le ton que sur le fond. Sur la question de la Palestine. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure que les gens devenaient de moins en moins racistes, et c'est ce que nous dit justement les travaux de Vincent Tibéri, qu'il y a en vrai, dans les couches populaires, absolument partout dans la société, des gens qui s'intéressent de plus en plus aux questions antiracistes, féministes, même de lutte des classes, d'écologie, qu'il y a une conscience populaire qui est en train d'émerger, d'ailleurs qu'on a vu brillante dans les Gilets jaunes. Tu dis toi-même qu'on voit sur les ronds-points, qu'on voit dans les usines, qu'on voit quand on va écouter les gens, que leur priorité, c'est pas tant les immigrés et l'insécurité que ça, et que c'est d'abord des choses très concrètes. Mais sauf que au final, tu vois bien qu'il y a, quand même, tu parles de forteresse assiégée, tu vois bien qu'il y a un espace qui est très délimité, qui est l'espace médiatico-politique, dans lequel l'extrême droite déverse ses discours de haine en permanence. Et c'est pour ça que nous, je ne sais pas si c'est notre stratégie, mais nous on pense que, en vrai, on va avec le peuple et on se bat contre ça. On fait front face à ce racisme et on se rassemble autour de ça. Et attends, et tu dis, le programme pour être majoritaire, nous on n'en a pas. On n'est pas des hommes politiques, nous on est, tu vois, genre, on va pas prétendre ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les sacrifices que peut-être que toi tu ne sous-entends pas, mais moi je suis désolé, quand tu répètes la radicalité, le truc, tout le monde sait que c'est ça qui est reproché, c'est la Palestine. Il n'y aura pas de sacrifice sur la question palestinienne. Je suis désolé, il n'y aura pas de sacrifice sur la question de l'islamophobie. Et attendez. Non mais... Et toi, il y a des moments dans ta carrière politique où tu as eu un premier réflexe qui était de rejeter cette question-là, notamment dans les médias, sur les questions de genre, c'est pareil, pour ensuite, dans une note de blog beaucoup plus discrète, t'excuser de l'avoir dit. Tu vois, il y a un truc où tu veux pas y aller, même ce soir, tu veux pas y aller et reconnaître que c'est ça le problème. Non. D'abord, qu'il y ait dans l'oligarchie des médias, qu'en gros, on ait un racisme d'en haut qui soit déversé, c'est l'évidence, et il faut combattre ce racisme d'en haut, et c'est pas moi qui me suis bagarré depuis 20 ans pour qu'on change les lois sur la presse, et qu'on en revienne au programme du Conseil national de la résistance qui disait qu'il fallait l'indépendance des médias à l'égard des puissances d'argent, des puissances étrangères et de l'État, qui fait penser que ce qui se passe sur CNews, chaîne sur laquelle je n'ai jamais mis les pieds, et je n'ai jamais mis les pieds, pourquoi? Parce que je sais que c'est une chaîne qui est au service d'une idéologie, et je me refuse à aller mettre un pied sur les plateaux de Bolloré, d'accord? Oui, c'est vrai. Bon, vous m'avez pas vu une seule fois sur CNews, et vous me verrez pas, par cohérence là-dessus. Maintenant, la question c'est, ce racisme, comment on le combat? Moi, je veux dire, quand je défends les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, je suis tout à fait conscient de défendre des femmes populaires noires. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je viens combattre le racisme. Quand, chez moi, dans ma circonscription, tous les jours, on mène des combats contre le racisme très concrets. Vous savez, c'est des petites anecdotes de merde sur les gens qui vous font des réflexions comme quoi leurs lunettes ne sont pas remboursées, mais que vous avez vu, les immigrés qui arrivent, eh ben, eux, ils ont droit à tout. Bah, tout de suite, on bloque et on dit quoi? On dit, mais attendez, vous avez vu ces 150 milliards d'euros de dividendes qui ont été reversés hier aux grandes entreprises du CAC 40? Est-ce que vous croyez que votre rôle, madame, c'est de vous en prendre à plus malheureux que vous? Donc ce combat, il est mené au quotidien. Et il est mené, sans doute, dans des endroits qui ne sont pas très confortables à mener. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu... Ça y ta main. Il y a quelque chose, entre nous, je pense qu'il y a un truc sur lequel... un dialogue de sourds, quoi. Où nous, on a l'impression que tu n'as fait que reculer et être prudent sur ces questions-là. Toi, tu nous dis que c'est pas le cas. Je pense que on tombera pas d'accord là-dessus, quoi. Je suis désolé. Et de fait, enfin, peut-être pour finir là-dessus, j'espère que tu nous as dit tout à l'heure, des fois je glisse. J'espère que t'as pas glissé ce soir. Moi, j'ai pas l'impression. On a discuté, mais quand est-ce que tes premiers instincts
quand on te parle de racisme, quand on te parle d'islamophobie, quand on te parle de la Palestine, c'est toujours un peu de le rejeter et de dire qu'au final, là tu vois, tu m'as reparlé de la question du travail, tu m'as dit que défendre les femmes de chambre, c'était un combat antiraciste. Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, c'est toujours la réponse économique et on ne peut pas discuter avec toi de cette question-là. Pour toi, c'est un truc d'ultra. Moi, c'est ça la conclusion. J'ai l'impression qu'on ne peut pas discuter profondément avec toi du fait qu'il va falloir s'affronter sur la question du racisme, de l'islamophobie, qu'on ne va pas pouvoir se cacher derrière le petit doigt et se cacher derrière uniquement la réponse économique. Toi, pour toi, j'ai l'impression que c'est pas comme ça que tu vois la chose, et je pense que c'est la grosse division qu'on a vue ce soir, quoi. Effectivement. Je sais pas si tu es d'accord avec ce constat, mais soyons d'accord pour être pas d'accord sur ça, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'ai la conviction profonde que, avec un autre ton sur toutes les questions qui sont abordées, sur la question de la Palestine, sur la question du racisme, sur la question du féminisme, sur la question du genre, on peut emmener la majorité du pays, une vaste majorité du pays derrière nous. Que même les mentalités ont considérablement évolué ces dernières années et qu'en plus, quand il y a eu des points de blocage sur ces questions-là, je l'ai dit, le racisme est un racisme d'en haut, pour l'essentiel. Quand on est par exemple sur la manif pour tous, autre sujet, mais c'est les cars qui sont envoyés pour la manif pour tous, ce sont des cars de bourgeois. Jamais moi j'ai eu des réflexions sur le fait qu'il y ait le mariage pour tous dans les classes populaires. Donc je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui d'être majoritaire. Et je pense que c'est la question qui a vraiment à se poser. Comment on fait demain pour être majoritaire et pas se dire qu'on attend un miracle, qu'on attend de la magie pour que ça soit pas le Rassemblement national qui l'emporte. Alors du coup, moi je te réponds en simple électeur. Je vois un parti des gens qui progressent globalement dans les élections et je te vois toi qui descend, qui chute, qui va peut-être perdre. Et j'en suis triste, crois-moi, je suis hyper triste. Je veux absolument pas qu'il y ait un député du Rassemblement national à ta place parce que je pense que tu es important même pour ce que tu portes, même pour les contradictions que tu apportes. Mais c'est triste, quoi, parce que ta stratégie, finalement, je la trouve, elle me convient pas intellectuellement, je la trouve un peu vide, j'arrive pas à me projeter plus loin que ça. Et de l'autre côté, je vois qu'elle fonctionne pas tant que ça, alors que j'ai l'impression qu'il se passe autre chose, justement, à travers ces luttes-là, citoyennes et aussi électorales, qui sont portées aujourd'hui par des voix fortes, qui sont portées par des événements comme celui-ci. Voilà, non, mais je pense qu'on a compris la distinction et il est en mode, là les gars, il n'y a pas de campagnard dans cette salle. Je pense que c'est un peu ça qui se dit. Arrêtez, non, mais attends, je caricature. Mais je pense que t'as pas l'impression qu'on soit dans un élan majoritaire en faisant ça. Écoute, enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on parle pas de la même chose, quoi. Que nous, on croit au fait que on peut se battre sur ces questions-là et qu'on peut être radical. Moi, je vais citer quelqu'un, c'est Kazé, qui dit il y a un moment, sur ces trucs-là, c'est un crachat dans ta gueule, quoi. Et t'es obligé d'en passer par là. Et moi, les classes populaires, moi, j'ai passé ma vie à m'engueuler. J'ai passé ma vie à être conflictuel. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, avoir l'occasion de confronter les gens et de pas juste essayer de les draguer sur autre chose en esquivant le sujet, ça changera rien. Mais je pense qu'on tourne un peu en rond là, qu'on a vu nos deux positions, mais vas-y. Je suis désolé, mais j'évite pas le sujet. Et c'est tous les jours que j'évite pas le sujet. Et c'est tous les jours que je m'y confronte. Ensuite, ma chute, d'accord ? Peut-être que la prochaine fois, j'y passerai. Si la stratégie de la gauche est la même pour la prochaine fois, oui, j'y passerai. Parce que j'ai pas une circonscription confortable, d'accord ? Donc, et parce que si jamais j'arrive pas dans mon coin à allier les bourgs et les tours, en effet, je suis cuit. Et c'est difficile. Mais c'est très bien. Et c'est difficile. Et vous aurez un député du Rassemblement national à ma place. Et on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Oui. Maintenant, pour ce qui est de l'image nationale, je suis désolé. Mon image nationale, elle n'est pas mauvaise. Quand vous regardez les sondages d'opinion, je suis une des figures en tête de la gauche largement. Ouais, mais t'es la figure préférée des droitards. C'est comme Roussel. Arrêtez. Attendez. Arrêtez. Ce que je veux dire par là... Non mais attends, parce que là, il s'emballe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Roussel, on nous le sort tout le temps, l'homme de gauche préféré des gens de droite. T'as vu son score ? En fait, moi, tu votes pour l'original, pas pour la copie. Moi, Dominique de Villepin, c'est mon homme de droite préféré. Je vais pas aller voter pour lui. Je fais pas de confusion entre popularité et élection, d'accord ? Et je ne mise pas
je n'indique pas mon avenir futur sur ces cotes-là. Maintenant, même à gauche, je fais partie des figures préférées des Français et Oui, de mais, moi. mais si, il a raison. Attendez, mais arrêtez, Les arrêtez. Français Oui. de gauche, c'est objectif, c'est dans les sondages. Et juste, Jean-Luc avait dit, faites-vous aimer. Et je pense que c'est un gros truc, faites-vous aimer. Oui, il faut se faire aimer ici, et peut-être que je ne me suis pas aimé ici, d'accord? Mais je le dis pour vous, je le dis pour la France Insoumise, je le dis pour nous tous. Et vous savez, quand j'ai mené ma première campagne en 2017, j'ai dit aux militants de chez moi, je vais devoir passer par-dessus vous. Parce que si vous allez voir les gens en parlant de libéralisme, d'ultracapitalisme, de précarisation et ainsi de suite, on est cuit. Les gens, ils ne veulent pas de ces mots-là. Donc, je le dis, moi j'ai pour objectif de me faire aimer ici. Pourquoi pas si je repars avec une cote de popularité supérieure à la sortie qu'à l'entrée, c'est pas gagné, je l'entends. Mais je pense que pour tous, pour vous, pour tous, attention à l'entre-soi. Attention de ne pas croire que là où boule Chaudron, vous voyez, c'est la confusion que j'ai pas aimée qui était opérée pendant les grèves sur les retraites à la France Insoumise. C'est que on avait une confusion entre le cœur du chaudron. Je considère que le cœur du chaudron, il est ici. Il y a une formidable énergie. Maintenant, ma question, c'est vers quoi elle va être catalysée? Vers quoi elle va être canalisée? Est-ce qu'elle va être canalisée pour demain être majoritaire ou pour construire des bastions? Je pense que demain, on peut être majoritaire et on peut gagner. Vous voyez? Et on peut gagner, évidemment, avec la locomotive, avec l'énergie qui se trouve ici. Bah, espérons-le. Écoute. Est-ce que ça me va? Est-ce que tu voulais rajouter un dernier truc? Là, t'en as marre, non? On croirait, tu sais, l'accusé à la fin de son procès. Ah ouais. Ah mais le côté procès, ouais, un peu, mais... On lui donne le dernier mot. Mais d'ailleurs, à ce sujet, je dis, ok, si vous me considérez comme un traître, allez-y. Non, et non, on n'a pas utilisé ce mot. Pas vous, mais si on me... Mais, je veux dire, faisons attention. Moi, je vois les raids qui sont menés. Mais là, à force de mener des raids sur des personnalités, qui va rester? Il va nous rester les purs et les durs. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas les purs et les durs seulement. On veut trouver le chemin qui nous permet, je le dis, d'être majoritaire dans le pays. On veut gagner demain, et pour gagner demain, il faut trouver le chemin de la majorité dans le pays, et je suis sûr qu'il est trouvable. Et j'aurais aimé que tu l'accompagnes. J'aurais aimé que tu l'accompagnes. Voilà. Nous, on n'a pas l'impression que tu es un traître. On a l'impression oui. qu'on est en train de te perdre de plus en plus. Voilà le constat. Après, on se quitte là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va continuer à essayer d'être majoritaire, je te le garantis. Peut-être pas avec tes méthodes, on verra bien qui gagnera. J'espère qu'au moins l'un de nous deux, ça serait bien que l'un des deux gagne, comme ça au moins on a un truc un peu mieux, quoi. Voilà. Ça marche. Allez. Et merci à toi d'être venu. J'imagine que c'était pas si agréable. Voilà. Et je pense que c'est la fierté de notre camp politique qu'on peut avoir nos dissensions ouvertes et d'en parler. Et il faut respecter ça, les gens. Et moi, je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il ne faut pas qu'on soit juste dans la pureté tout le temps. Et on réfléchit, on est chacun là à lutter à notre façon.